Bonjour tout le monde. Au XXe siècle, l'humanité s'enfonce dans la guerre, fruit de la haine, de la revanche et du totalitarisme. En effet, ce ne fut pas un siècle de tout repos. De la Grande Guerre à la guerre froide, en passant par la Seconde Guerre mondiale. Dans cette série de 3 vidéos, je vous propose de partir à la découverte de ces conflits majeurs qui ont bouleversé notre pays, mais aussi le monde entier. Dans cette seconde partie, nous allons parler de l'occupation, de la libération en pleine Seconde Guerre mondiale, des pires heures de notre histoire, jusqu'au retour de la liberté. La bataille de France est un moment particulier de l'histoire de notre pays. Entre les légendes, le roman national ou les moqueries anglo-saxonnes, il est parfois difficile d'en faire le récit sans tomber dans l'encensement sensationnaliste ou la critique facile. D'autant que là encore, nous touchons à un sujet sensible, autant dans l'espace médiatique que politique. Alors on se respecte et on se rappelle que l'histoire n'est dans le camp de personne. Si la France ressort auréolée de gloire en 1918, disposant sans conteste de la meilleure armée du monde, équipée par une industrie de guerre sans égale, des technologies de dernier cri, elle s'enfonce lentement durant les années 30 et pour comprendre toute la dynamique qui nous intéresse, un peu de contexte. Si sa situation militaire paraît exceptionnelle, ce n'est pas le cas de sa situation économique. Un bassin industriel important fut détruit par les combats et sa situation sociale et démographique était tout autant désastreuse. Le pays subit une crise importante et n'en sortit seulement lorsque le krach boursier de 1929 éclata. Moins connectée au monde boursier anglo-saxon, la France resta prospère et fit exception jusqu'en 1930. De cette année à 1932, le PIB va chuter ainsi que les productions industrielles, tandis que le chômage va croître. La situation devient précaire, mais restait meilleure que celle des autres pays occidentaux. Cependant, ces derniers vont lentement se sortir de leur marasme, à l'inverse de la France, qui va connaître une importante dépression au milieu des années 30, en partie due aux réformes étrangères. La période est également celle d'une instabilité politique, et les gouvernements finissaient tous par tomber devant leur incapacité à redresser la barre du pays. Affaiblie économiquement et politiquement, la France se heurte aux ambitions allemandes et à l'apathie britannique. La politique de l'apaisement était une doctrine diplomatique britannique dont l'objectif était d'éviter un nouveau conflit contre l'Allemagne. Mis en place en 1933, il s'agissait grossièrement de donner aux nazis ce qu'ils souhaitaient pour les calmer. On peut considérer cette politique comme en grande partie responsable de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle a conforté l'Allemagne en lui donnant le temps et les ressources pour se renforcer, tout en affaiblissant la France sur la scène internationale. Et le premier clou dans le cercueil de la puissance française apparaît en 1936. Le 21 février 1936, Hitler disait au journaliste français Bertrand de Jouvenel : « Aujourd'hui, je veux démontrer à mon peuple que la notion d'inimitié éternelle entre la France et l'Allemagne est absurde, que nous ne sommes nullement des ennemis héréditaires. » Le journaliste lui demande alors : « Vous désirez le rapprochement franco-allemand ? Est-ce que le pacte franco-soviétique ne va pas le compromettre ?» Hitler s'énerva. « Vous feriez bien de réfléchir sérieusement à mes offres d'entente. Jamais un dirigeant allemand ne vous a fait de telles ouvertures, ni si répétées. Et ces offres émanent de qui ? D'un charlatan pacifiste qui s'est fait un spécialiste des relations internationales ? Non pas, mais du plus grand nationaliste que l'Allemagne n'ait jamais eu à sa tête. Aujourd'hui, vous avez devant vous une Allemagne dont les 9/10 font pleinement confiance à leur chef, et ce chef vous dit « soyons amis ». Hitler, jouant les pacifistes, appelait la France à en faire autant. Lui qui les a combattus en 14-18 et qui les hait viscéralement, comme son livre le laisse entendre par ailleurs, voudrait être ami avec eux. Voilà un coup de génie. Regardez, la France se barricade et appelle tout le monde à craindre l'Allemagne. Mais de quoi peut-elle avoir peur en regardant à l'Est, puisque son chef, autoproclamé nationaliste numéro 1, ne veut que l'amitié. En 1936, la France cherchait en effet à obtenir un accord avec l'Union soviétique, poussé mollement par un Laval déjà bien impopulaire, et cet accord divisait la classe politique française. La droite s'opposa au traité qu'elle voyait comme un moyen de servir l'ingérence communiste. La gauche radicale exprimait plutôt la nécessité d'obtenir le concours de cette nation afin de mener à bien la mission de protection que la France s'était donnée vis-à-vis des pays comme la Yougoslavie, la Pologne, la Tchécoslovaquie ou la Roumanie. Pendant que la France ratifiait le traité avec les soviétiques le 27 février 1936, Hitler bougea ses pions en prétextant que l'ambition française allait à l'encontre des traités de paix antérieurs, de Versailles et de Locarno, notamment en ce qui concernait la démilitarisation perpétuelle de la Rhénanie.
La France, par ce pacte, ne voulait semble-t-il pas accepter le rapprochement offert si gentiment par le chancelier du Troisième Reich, et constituait alors une menace pour l'Allemagne. Cette dernière, devant le fait accompli, ne pouvait que se protéger, et pour cela, elle n'avait d'autre choix que de remilitariser sa frontière. L'état-major allemand ne fut pas autant convaincu. Les généraux von Fritsch et von Blumberg furent catégoriques. En l'état actuel des choses, la Wehrmacht se ferait écraser par l'armée française en 2 jours. Mais Hitler est convaincu que les Français n'interviendront pas, et ses officiers s'inclinent. Les troupes allemandes entrent en zone démilitarisée le 6 mars 1936, dans un désordre important et sans aucune préparation. Même le chancelier panique, au risque que son coup diplomatique ne soit déjà un échec. En France, entre le 7 et le 8 mars, les seules actions immédiates ont été le rappel des permissionnaires et la mise en alerte de la ligne Maginot. Le ministre des Affaires étrangères, Pierre-Étienne Flandin, apprend du ministre de la Guerre que l'armée française est une force défensive et qu'il n'existe aucun plan pour une opération extérieure d'envergure. Lorsqu'il demande au ministre de la Marine de bloquer les ports en réaction, on lui rétorque qu'aucune action de ce type ne peut être entreprise sans le concours britannique. Enfin, le ministre de l'Air indiqua qu'un raid, et donc un bombardement, ne saurait être pris autrement que comme une déclaration de guerre. Pour le général Gamelin, sans mobilisation générale, la France ne peut faire mieux que d'occuper la ligne Maginot et faire remonter du sud quelques troupes coloniales. La droite française en profite pour critiquer davantage le pacte avec les soviétiques, reprenant à leur compte la propagande allemande. La gauche proposa de s'en remettre à la SDN, la Société des Nations, une proposition accueillie avec joie par la population française. Mais il était déjà trop tard. L'image de la France en prit un coup sévère, notamment auprès des nations qu'elle affirmait vouloir protéger. La Pologne entama un rapprochement germanophile, tandis qu'à la SDN, un délégué étranger demanda au délégué français Paul Boncourt. Comment voulez-vous que nous puissions croire que la France viendrait nous défendre maintenant que nous avons constaté qu'elle ne s'est pas émue davantage de ce qui l'a touché directement ? Gamelin proposa tout de même le 10 mars un plan d'intervention pouvant être mis sur pied en 1 semaine afin de ne pas laisser croire à une absence de volonté de l'armée. Également le 10 mars, les représentants britanniques, belges et italiens se sont réunis à Paris. Flandin leur explique la situation simplement. La violation des traités est flagrante, le droit pour la France d'agir est incontestable. Mais les Anglais pressent le gouvernement français de ne rien tenter qui pourrait déclencher une guerre. Ils se proposent même dans une situation de médiateur, loin d'être les alliés espérés par la France. C'est dans le palais Saint-James, à Londres, que les puissances garantes des traités se réunissent finalement le 14 mars. La France propose une intervention, et mis à part le soutien soviétique, elle est bien la seule. Pourtant, la SDN approuva en grande majorité la version franco-belge de la situation et reconnut en effet une violation des traités. Mais cela restait pour eux un constat et non un blâme. La SDN ne proposa aucune sanction, se contentant de demander à l'Allemagne de ne pas augmenter davantage le nombre de troupes présentes et de ne pas fortifier dans la région. Hitler ne respectera aucune de ces demandes. La France ressortit isolée. Par son incapacité à agir dès le 7 mars, les pays de l'Est ne nous faisaient plus confiance. La Belgique cessa son alliance avec nous, tandis que l'Angleterre se félicitait d'avoir sauvé la paix. L'Allemagne, quant à elle, s'amusait de notre faiblesse et de sa nouvelle puissance. Désormais, plus rien ne l'arrêterait. En 1938, elle annexa l'Autriche, puis les Sudètes tchécoslovaques, sous les regards sereins des Anglais et résignés des Français. En 1939, elle se prêta même le luxe de signer un pacte de non-agression avec les Soviétiques, au grand étonnement des Occidentaux, qui comptaient sur une intervention russe en Pologne pour gagner du temps. Une intervention que les Polonais avaient vivement refusée, argumentant que les Français ne laisseraient pas l'Allemagne intervenir en Alsace, même pour les y aider. En 1939, l'industrie de guerre française était encore à la traîne, et le pays était toujours déstabilisé par les crises économiques et politiques qu'il venait de subir. Pourtant, quand les troupes allemandes prirent d'assaut la Pologne, les démocraties européennes se réveillèrent. Les dirigeants allemands n'avaient pas vraiment peur de la France. Ils furent stupéfaits d'apprendre le soutien anglais à la Pologne, signé peu avant le pacte germano-soviétique. Cette nouvelle prit de court les Italiens, qui se savaient encore incapables de tenir une guerre. L'hésitation de l'Italie retarda la déclaration de guerre allemande qui aurait dû survenir fin août 1939. Durant ces jours de troubles, le Premier ministre britannique, Chamberlain, refusa une offre allemande consistant en une aide militaire offerte partout où l'empire de Sa Majesté en aurait besoin, en échange d'une non-intervention en cas d'invasion de la Pologne. Chamberlain proposa alors une offre de médiation entre l'Allemagne et la Pologne
afin de régler leurs différends sans recourir à la guerre. Hitler ne pouvait refuser cette offre sans passer aux yeux de son peuple et devant les Alliés pour l'agresseur. Il exigea le 29 que Londres ne fasse envoyer à Berlin une délégation polonaise pour le lendemain, un délai impossible à tenir. La délégation polonaise arriva le 31, mais il était trop tard, et puisqu'elle ne disposait pas des pleins pouvoirs, Ribbentrop la congédia. Ce message, envoyé au QG du général von Rundstedt, déclencha la Première Guerre mondiale le 1er septembre 1939. En prétextant une intrusion hostile des troupes polonaises, la Wehrmacht s'engouffra sur le territoire de son voisin. Comme prévu, l'Angleterre et la France vinrent au secours de leurs alliés et déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Gamelin espérait une longue défense en Pologne, qui puisse maintenir les armées allemandes jusqu'au printemps 1940 et ainsi permettre à la France de se préparer. Le 7 septembre, il commandait une opération en Allemagne, entre Saarbrücken et Zweibrücken, durant laquelle les Français trouvèrent des positions de défense vides, tout en s'arrêtant longuement au moindre obstacle. Des mitrailleuses isolées ou des champs de mines stoppèrent longuement les envahisseurs. Les chars engagés par les Français se révélèrent rapidement insensibles aux armes allemandes, mais sans une action de rupture massive, leur emploi ne permettait que des escarmouches. L'avance de l'armée française s'arrêta à un maximum de 10 km dans le territoire ennemi, juste avant d'entrer dans le feu de la ligne Siegfried. Cette dernière était loin de tenir la comparaison face à l'immensité de la ligne Maginot, et n'était d'ailleurs finie qu'à 30% en 1939. Sans une véritable étude de terrain efficace, elle comportait d'importantes lacunes. La campagne de Pologne l'avait également vidée d'une grande partie de ses effectifs et de nombreuses zones étaient alors entièrement vides. Avec 85 divisions contre une trentaine, majoritairement de réserves, le déséquilibre était totalement en faveur des Français. Mais faute de renseignements, ils ne tentèrent aucune action offensive d'envergure. Ils atteignirent leurs positions les plus avancées en territoire ennemi le 12 septembre. Le 17, la Pologne fut envahie par les soviétiques, mettant fin aux capacités de défense de l'armée polonaise. Le repli des Français, qui débuta le 21, suivait deux logiques. Militairement, les forces du Reich pourraient revenir et contre-attaquer les armées françaises sur un terrain défavorable. Politiquement, il était inconcevable de s'éloigner des défenses de la ligne Maginot, trop coûteuse pour ne pas être utilisée. Naturellement, ce repli ne fit pas l'unanimité dans l'état-major français. Certains officiers répugnaient à devoir abandonner une telle opportunité. Le 16 octobre, la première armée allemande reprit le terrain conquis dans une contre-offensive qui se contenta de suivre l'arrière-garde française, tout en prenant quelques kilomètres carrés en France. La fin de l'offensive de la Sarre signait le début de la drôle de guerre. Pendant ces 14 jours, la France aurait-elle pu mettre frein à la Seconde Guerre mondiale, avant qu'elle ne s'appelle la Seconde Guerre mondiale ? Mais ce n'est pas à l'historien d'en juger. 7 mois plus tard, la France perdait tout ce que son hésitation avait voulu protéger. Le 10 mai, la Wehrmacht s'est lancée en Belgique et en Hollande. Le groupe armé B devait attaquer ces petites nations et fixer contre lui la première armée française et le corps expéditionnaire britannique qui viendrait au secours de l'armée belge. Tandis que le groupe armé A devait attaquer en Ardennes avec 7 des 10 Panzer-divisions dont l'Allemagne disposait. En 5 jours seulement, la Meuse était déjà atteinte par les Panzer-divisions et dès le 20 mai, ce fut la Manche. Le 19, Gamelin fut remplacé par Maxime Weygand alors même que l'armée française était coupée en deux. Les Alliés espérèrent une contre-attaque capable d'encercler les troupes allemandes les plus avancées. Les Britanniques s'y employèrent le 21 dans la région d'Arras. L'offensive allemande s'arrêta du 24 au 27 mai pour que l'infanterie puisse venir en renfort des Panzer-divisions et empêcher la réussite des contre-attaques alliées. L'offensive sur Dunkerque reprit le 27 et s'arrêta le 3 juin. C'est l'opération Dynamo, durant laquelle les soldats français permirent aux Britanniques de sauver des troupes qui se révéleront extrêmement importantes pour la suite des opérations, notamment en Afrique. Le retrait des forces britanniques empêcha le général Maxime Weygand de lancer une contre-attaque sur les troupes allemandes. Il mit alors en place une ligne de défense fin mai et sa stratégie fonctionna puisque les Allemands durent ralentir. Mais il était déjà trop tard pour les arrêter. La France a déjà perdu, le général le sait. Mais il tient bon au début du mois de juin. Le poignard dans le dos viendra de l'offensive italienne le 10 juin. Mais cette dernière se heurta à la ligne Maginot des Alpes et à la défense farouche de ses défenseurs. Une armée considérée comme invincible depuis le dernier conflit mondial s'écroula en quelques semaines. Celui qui avait fait tenir ses troupes 24 ans plus tôt au slogan qu'on ne passe pas vient d'arriver au pouvoir et le 17 juin, il annonçait à la radio avoir pris contact avec l'ennemi.
Philippe Pétain prit la suite du gouvernement de Paul Reynaud. Ce qu'il restait de l'armée s'effondra faute de morale, malgré quelques poches de résistance qui continuaient les combats en vain. En signant l'armistice le 22 juin 1940, la France n'était plus. Mais alors, à quoi ressemblait-il, ce soldat français de 1940 ? Visuellement, l'uniforme français au début de la Deuxième Guerre mondiale n'est pas différent en comparaison avec celui qu'avaient les soldats à la fin de la Première Guerre mondiale. La couleur bleu horizon fut cependant abandonnée au profit d'une couleur vert kaki plus fonctionnelle. Deux réformes ont modifié l'uniforme français, la première en 1935 et la seconde en 1938. Elles ont surtout modifié les uniformes en faisant apparaître clairement la spécialisation technique de l'armée, et leurs tenues vont se diversifier entre les différentes armes, notamment mécanisées et motorisées. Un uniforme dédié aux servants de blindés va être, par exemple, mis en place à la fin des années 30 pour les différencier des troupes d'infanterie. Les généraux et les maréchaux disposaient dès le début des années 20 de différentes tenues prévues selon les occasions. Ainsi, ils avaient de quoi parader et de quoi partir en campagne au besoin. En 1930, leur tenue revenait aux couleurs et aux fastes d'avant-guerre. Contrairement à la légende tenace qui voudrait que l'Allemagne dispose d'une supériorité technique et matérielle, en réalité, la France soutenait largement la comparaison. Si la majorité des armées restait hippomobile, les dirigeants avaient néanmoins compris dès les années 20 que la mécanisation des troupes n'était plus une option. Les Français disposaient tout de même de plusieurs centaines de milliers de véhicules, notamment grâce à une importante réquisition civile, comme les Allemands. C'est également le cas pour les chars d'assaut. Malgré les difficultés industrielles de la France, les Alliés en alignaient autant que les Allemands sur le front, et même davantage. Ce n'était pas la masse le problème, c'était la façon de s'en servir. Du point de vue du matériel, les chars français surpassaient les blindés allemands en puissance de feu et en solidité. Mais du point de vue de la doctrine, les Panzers avaient pour eux la vitesse, la communication et l'appui des autres armes, comme l'aviation. Dans les faits, les chars français avaient pour objectif la protection de l'infanterie, et dans les rares cas où de grandes opérations blindées ont eu lieu, elles n'ont pas systématiquement été suivies par une action de l'aviation ou de l'infanterie. Les victoires de la cavalerie mécanisée française se sont donc bien souvent soldées par de lourdes pertes et par une retraite finale, ne pouvant pas conserver le terrain conquis. La tragédie française qui se jouait alors était qu'en 1918, l'armée surpassait les forces allemandes grâce à sa flexibilité et par le début d'une forme d'interopérabilité dans sa doctrine. Mais le traumatisme du territoire envahi et ravagé avait suffi à plonger la France dans une logique résolument défensive. L'infanterie en 1940 disposait majoritairement du fusil Berthier modèle 1907-15, rival direct du fusil Lebel, dont les conceptions remontaient à la fin du 19e siècle. Deux bonnes armes, mais dépassées depuis longtemps. Les fusils du système Berthier avaient comme avantage une lame chargeur similaire aux armes germaniques. Il transportait à l'origine moins de cartouches que son rival, 3 contre 8 à 10. Mais son chargement plus rapide corrigeait ce désavantage. Le Berthier fut d'abord choisi en tant qu'arme de cavalerie, ce qui nécessita une arme plus légère et donc plus petite. D'où la faible quantité de munitions. Au début du XXe siècle, l'Indochine française disposait du Gras modèle 1874 et entreprit de modifier son arsenal avec des Berthiers eux-mêmes modifiés en 1902. Suivit ensuite le même changement pour les tirailleurs sénégalais qui disposèrent dès 1907 d'un Berthier modifié atteignant les mêmes proportions que le Lebel. Ne pouvant relancer la production de ce dernier en 1914, il fut décidé de produire en masse le Berthier 1907. L'arme fut adoptée par l'armée en 1915 et remplaça définitivement le Lebel. La modification principale de l'arme au-delà de sa taille résidait surtout dans son chargeur, passant de 3 à 5 cartouches durant le conflit. Il équipait encore la grande majorité des forces françaises à la fin des années 30, même si son remplacement était déjà en cours. Durant l'entre-deux-guerres, il était devenu évident que les fusils semi-automatiques seraient une nécessité pour les guerres futures, et la France était une précurseur dans ce domaine dès les dernières années de la Première Guerre mondiale. Au milieu des années 20, la France abandonna également son modèle de cartouche, le 8 mm Lebel, jugé obsolète, et dut produire une nouvelle gamme d'armes basée sur cette nouvelle base, tout en convertissant certains Berthiers plus anciens. Dès les années 20, il était prévu de remplacer le fusil mitrailleur Chauchat, connu pour ses problèmes d'enraillement dus à une conception trop rapide. Un programme qui donna vie au FM Mac 1924, modifié en 1929. Une arme qui corrigeait les défauts de son prédécesseur par sa fiabilité et sa longue durée de vie le prouva, puisque ce fusil mitrailleur était encore utilisé dans les années 80. En parallèle, le développement des nouveaux fusils semi-automatiques se trouvait retardé,
de même que la conversion des anciens Berthier à la nouvelle munition. Afin de donner tout de même un héritier au Lebel et au Berthier, il fut décidé de concevoir une arme plus facile à produire et pour un prix raisonnable, le MAS 36. Seules les unités les plus modernes de l'armée française disposaient de cette arme en 1940, dont l'avantage principal était surtout sa simplicité. Mais en réalité, le gros de la production n'atteignit jamais le front. Sa carrière débuta surtout après l'armistice, lorsque ses stocks furent récupérés par les Allemands et donnés à la milice. L'arme connut ses principaux développements après 1940 et jusque dans les années 50. On trouva alors des versions alpines, aéroportées et lance-grenades. Produit visiblement en plus d'1 million d'exemplaires sans réel chiffre précis, il se retrouva dans les armées de nombreuses nations, notamment les anciennes colonies françaises, et fut une arme réglementaire durant une cinquantaine d'années après sa création. Si le devoir de mémoire est quelque chose de respectable, il ne sera ici cependant pas question de perpétrer encore et encore le roman national. Ainsi, soyons clairs, les résistants étaient une extrême minorité, de même que les collaborationnistes. La majorité des Français, on parle ici de plus de 98%, a été attentiste, vivant tant bien que mal un semblant de vie, malgré les restrictions et la loi de l'occupant, évitant ainsi au mieux les problèmes. Il n'y a pas eu de France, une fausse vaincue et aux mains des nazis et une vraie, libre et combattante. Il n'y en a eu qu'une seule, déchirée entre trois mondes que tout opposait, durant les heures les plus terribles de son histoire. La France était la seule grande puissance vaincue par l'Allemagne. De ce fait, elle connut en parallèle les mouvements de résistance et de collaboration les plus importants et organisés d'Europe de l'Ouest. Notre but sera ici de comprendre pourquoi et pour qui certains Français ont décidé de prendre les armes après la défaite de 1940. Qu'il s'agisse d'œuvrer, au nom de l'ennemi ou contre lui, au prix d'une quasi-guerre civile. Pour comprendre les fondements de la collaboration, il faut tout d'abord comprendre l'État français. Né d'un mélange entre un pacifisme débridé et d'idéaux pas si différents de l'envahisseur, le régime de Vichy apparaissait après l'armistice du 22 juin, le 10 juillet, après que l'Assemblée réunie à Vichy demanda au maréchal la création d'une nouvelle constitution. Il convient de dire que, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas la gauche et le Front populaire qui ont fait ce vote. En réalité, cela faisait déjà 2 années que ce n'était plus le Parlement du Front populaire de 1936. Ce Parlement s'était dirigé vers une majorité de droite, dite d'Union nationale, dirigée par Édouard Daladier. Pétain avait succédé à Paul Reynaud en tant que président du Conseil de la Troisième République à la mi-juin, pour mettre fin au carnage de la bataille de France, quitte à abandonner un conflit à l'issue déjà traumatique. Le territoire de Vichy, également appelé la zone libre, se limitait au sud de la France et autour de la Méditerranée. Mais la souveraineté française restait effective sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de l'Alsace-Moselle. Mais il ne faudrait pas confondre le régime de Vichy avec le totalitarisme, qu'il soit fasciste, nazi ou communiste. Bien sûr, Vichy fut tenté par l'autoritarisme, le parti unique sans y parvenir, par le culte de la personnalité autour du maréchal, par la propagande, par les groupes paramilitaires et bien sûr par l'antisémitisme de circonstance. Cependant, pour réussir pleinement le redressement moral du pays, le maréchal Pétain espérait une révolution dite nationale. Un principe fondateur de l'idéologie vichiste entre 1940 et 1942, se hissant comme un compromis entre tradition et avenir, qui ne soit ni socialiste ni capitaliste. Mais au nom de la communauté nationale et de l'unité, Vichy dut combattre ses ennemis de l'intérieur, ces Français qui refusaient l'occupation, la fin de la République et la collaboration. En usant de terreur et de racisme, Vichy ne réussit jamais à faire union et aggrava en permanence ses divisions internes. L'Allemagne favorisa même les divisions entre les partis de collaboration pour qu'ils ne puissent pas faire front ensemble, profitant même au refus de Pétain d'instaurer un parti unique. Créé par la défaite de 1940, le régime de Pétain devait désormais l'assumer, non sans en rejeter une partie sur nos alliés. C'est par ailleurs une fausse réussite que cette France amoindrie ne fut aucunement obligée de rejoindre l'Allemagne dans sa guerre contre le monde libre. Il faut dire que la nation vichiste aurait fait pâle figure dans ce conflit, contrairement à ses nouveaux maîtres fascistes qui érigeaient leur défaite passée comme un traumatisme à dépasser, à briser, pour retrouver par la guerre un nouvel honneur. Le pacifisme français, qu'il soit républicain ou vichiste, ne voyant la guerre qu'une forme d'impuissance, un échec vis-à-vis du passé. Accepter la défaite au nom de la tranquillité, plutôt que la violence de la victoire.
En 1945, peu avant sa mort, Hitler regrettait la collaboration avec la France. Ce pays représentait pour lui l'ennemi mortel de l'Allemagne, comme il le disait déjà dans son Mein Kampf, publié en 1925, comme nous l'avons déjà dit plus tôt. Et collaborer aurait été une erreur bénéfique à la France. Le chancelier se confortait en considérant que le conflit avait tout de même affaibli la France au point d'en faire une puissance de cinquième ordre, quelle que soit l'issue de la guerre. Et on ne peut que remarquer avec soulagement qu'il se trompait. Cette idée d'une collaboration importante venait principalement d'Otto Abetz, l'ambassadeur du Troisième Reich en France dès 1940, durant toute l'occupation, et francophile notable. Il savait que la France allait perdre l'hégémonie qu'elle avait gagnée en 1918, et qu'elle allait être blessée dans son intégrité territoriale. Pourtant, il prenait contre la vision d'Hitler qu'elle conserve une place honorable dans la nouvelle Europe allemande, et en devienne même un membre important. La collaboration était un moyen d'intégrer la nation vaincue dans le monde que le Troisième Reich allait créer. Et étrangement, cette vision favorable à l'égard de la France était assez répandue parmi les dignitaires nazis, qui soit n'avaient pas lu Mein Kampf, soit considéraient qu'Hitler n'y croyait pas non plus lui-même. La politique de Vichy se retrouva en pleine confusion, entre Hitler, ne demandant aucune collaboration avec la France, qui n'était alors pas son état fantoche, tout en laissant Abetz la prétendre pour de faux, alors que ce dernier y était sincèrement convaincu. Je ne perds personne. Ce n'est pas évident. Et en plus, c'est dense. Et je parle pas de tout. Il faudrait une vidéo dédiée pour en parler convenablement. Comprenons ici que la collaboration est le fruit de la volonté de l'ambassadeur allemand et du gouvernement de Vichy, aucunement d'Hitler, qui fut constamment méfiant à l'égard des Français, refusant toute aide dont il devrait être redevable, ou qui justifierait une montée en puissance des forces armées françaises. Le but d'Hitler vis-à-vis de la France était d'en faire une Suisse agrandie, seulement bonne au tourisme et à la mode, rien de plus. Mais aucune décision ne pouvait être prise sans une défaite de l'Angleterre. Ainsi, la politique allemande à l'égard de Vichy fut tout autant improvisée qu'ambiguë. Lorsqu'il était clair que l'URSS serait la prochaine cible des nazis, les partis collaborationnistes français demandèrent au gouvernement de Vichy l'autorisation de créer une unité combattante de Français qui irait soutenir l'invasion et la destruction des soviétiques. Ils eurent le soutien de Pétain ainsi que celui des occupants. Hitler était, comme nous l'avons dit, réticent à l'idée d'être redevable auprès de son quasi-vassal et il limita drastiquement ses effectifs, qui ne devraient jamais dépasser une dizaine de milliers d'hommes. La LVF, la Légion des volontaires français, venait de voir le jour en ce début de mois de juillet 1941. Une intense campagne de propagande va s'activer pour pousser un maximum de Français à candidater. On assistait alors sur les missions de la Légion, aider les nouveaux alliés allemands à vaincre au nom de l'humanité et de la liberté le terrible péril rouge, le communisme. Mais les objectifs espérés d'effectifs ne seront jamais réellement atteints. Les volontaires devaient avoir entre 18 et 45 ans et ne pas être militaires de carrière. Avoir fait son service militaire était cependant requis, bien qu'on puisse y entrer sans, au prix d'être cantonné, théoriquement, à des rôles auxiliaires. Fin août 1941, les premiers 800 volontaires acceptés par les Allemands, sur le double de candidats, partaient en direction de la Pologne, où aurait lieu leur entraînement. Ils découvrirent que leur engagement se ferait avec l'uniforme allemand, ce qui ne manqua pas de soulever quelques protestations. Ils devaient également prêter serment au Führer et combattre en son nom, pas en celui de leur pays. C'est en tant que 638e régiment d'infanterie, dans l'armée allemande, qu'ils prirent part à leur premier combat non loin de Moscou. La LVF y fut décimée. Entre la moitié et les 2/3 des volontaires ont été refusés par les Allemands durant le conflit. Le gouvernement de Vichy se montra d'abord neutre et sans lien avec cette association, afin de conserver sa figure de neutralité dans le conflit mondial. En 1942, l'État français tenta de prendre le contrôle de la LVF sous le nom de Légion tricolore et de la réorganiser autour de l'armée française. Une tentative qui n'aboutit finalement à rien devant le refus catégorique des Allemands. Ces derniers ne voulaient pas voir Vichy se constituer une armée plus puissante que celle autorisée par l'armistice. Pour les partis politiques qui contrôlaient la LVF, elle était autant une unité de combat qu'un instrument politique. La Légion amenait à la possibilité de parler presque à égalité avec l'occupant sans devoir passer par la tutelle du gouvernement de Vichy, et peut-être même un moyen de disposer d'une troupe armée privée qu'il pourrait retourner contre l'État français au besoin. Chaque parti essayait par ailleurs de se constituer un noyau dur de combattants dévoués, sans que jamais la gouvernance plurielle ne soit remise en cause. Cela diminua fortement les capacités opérationnelles de l'unité sur le front. Les Allemands ne la considéreront jamais comme une unité particulière, et elle n'obtint aucune véritable gloire.
Chaque combat lui faisait risquer la destruction ou la débandade. L'engagement allemand était d'ailleurs limité pour former cette unité composée de personnes sans expérience ni discipline. Pour l'occupant, la Légion était certes un bel outil de propagande, mais sans aucun intérêt militaire. Malgré l'importance de cette propagande à son égard, la LVF n'eut jamais une bonne image auprès de la population française, qui la voyait combattre avec l'uniforme de l'ennemi et au nom de l'occupant. De même, ses membres n'ont pas eu bonne presse dans l'opinion publique. Et les volontaires français préféreront surtout s'engager dans la Waffen-SS, bien plus prestigieuse lorsqu'ils y furent autorisés. Et maintenant, coup de tonnerre. Les volontaires de la Légion ne seraient-ils que de vils fanatiques fascistes, prêts à risquer leur vie pour Adolf Hitler et débarrasser le monde de la vermine? Eh bien, pas vraiment. Un sondage effectué au sein d'une des sections de la LVF montrait que plus de 80% des effectifs n'étaient présents que pour la solde. Par ailleurs, 75% étaient ici car ils ne s'entendaient pas avec leur famille. Plus de 20% n'expliquaient pas leur raison ou n'en avaient aucune. Et seuls 5% étaient vraiment ici par idéologie. Les Allemands eux-mêmes ne se trompaient pas et voyaient les volontaires français comme des profiteurs prêts à en faire le moins possible. Les recruteurs en avaient bien conscience et les avantages matériels de l'engagement étaient souvent mis en avant dans les médias aux dépens de la mission idéologique soutenue par la LVF. Le légionnaire portait l'équipement allemand. Notre exemple est équipé d'une carabine courte 98 ou en allemand Karabiner 98 Kurz, sur laquelle a été monté un viseur. Cette arme, construite par l'entreprise Mauser Waffenfabrik à plus de 14 millions d'exemplaires pendant une décennie, équipait toutes les forces du Troisième Reich. Notre légionnaire ici présent était donc un tireur d'élite, et l'ajout d'une lunette sur cette arme exploitait à sa juste valeur sa précision remarquable. C'était un fusil fiable et de qualité pour qui voulait envahir l'Europe, mais sa fabrication se dégradait au fur et à mesure de l'avancement de la guerre, et surtout au fur et à mesure de la destruction de l'industrie nazie. Une situation identique à tout ce qu'a produit l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. La résistance ne constituait pas une formation uniforme et homogène. Elle était multiforme, et en dresser un portrait clair s'avère plus difficile que prévu. Pour les gaullistes, l'appel du 18 juin en est l'acte fondateur, et le général fut l'architecte de ce mouvement en regroupant des actions éparses et mal organisées. Pour les communistes, seule leur intervention permit d'organiser la résistance au point d'en faire une armée de l'ombre suffisante. Et ils ne sont pas les seuls. Ceux qui n'étaient ni gaullistes ni communistes aimeraient qu'on leur fasse une place. De fait, aucun n'a raison, mais aucun n'a tort non plus. En histoire, la vérité, c'est la nuance. Mais malgré toutes ces divisions au sein même de la résistance, elle sut faire bloc. On y était, ou on n'y était pas. De 1940 à 1941 et encore en 1942, les tout jeunes résistants se cherchaient, improvisaient, refusant la défaite, dans un monde dominé par l'Allemagne. La Wehrmacht savourait encore la victoire de sa guerre éclair. Matériellement et même rationnellement, rien ne justifiait d'entrer en résistance. Alors, pourquoi le faire quand même? Par défi? Par patriotisme? Par goût de l'aventure? Peut-être un peu de tout ça, saupoudré de germanophobie et d'antifascisme. Certains résistants étaient même vichistes aux premières heures de l'occupation, pensant à tort que le maréchal Pétain jouait double jeu. À partir de 1942, il était évident que l'État français était soumis à l'envahisseur et qu'aucun plan secret contre l'Allemagne n'était prévu par Vichy. Si les antifascistes de tous bords n'ont jamais laissé le bénéfice du doute au gouvernement de Pétain, les communistes parmi eux ont tout de même eu quelques incohérences avec leurs propres revendications antifascistes, dont ils s'étaient fait les champions durant les années 30. Obligés de suivre la diplomatie extérieure de l'Union soviétique, les mouvements soumis à l'URSS durent subir sans broncher l'invasion de leur pays jusqu'en juin 1941. L'opération Barbarossa brisait le pacte germano-soviétique et permit aux communistes français de souffler. Bien entendu, ceci est une tendance globale, et ça ne veut pas dire qu'individuellement, des personnes qui se revendiquaient communistes n'aient pas pris les armes bien plus tôt. Du côté de la nouvelle armée française, fortement réduite par l'armistice, aucun officier ne se satisfaisait de l'occupation, et aucun, à l'exception de rares cas marginaux, ne fut partie prenante des idéaux nazis. Mais l'anglophobie de rigueur au sein de l'état-major français permit à Vichy de garder l'armée sous contrôle. Une intense propagande vichiste dénigrait par ailleurs l'effort britannique et leur manque de soutien durant la bataille de France, et l'attaque de Mers el-Kébir n'améliora pas ce ressentiment. Ces officiers français n'accordèrent aucune légitimité à De Gaulle et préférèrent pour l'écrasante majorité suivre le général Henri Giraud qui commandait l'armée d'Afrique. Mais n'allons pas trop vite. Nous reparlerons de cette histoire un petit peu plus tard. Les premiers résistants étaient des bricoleurs.
Ils n'avaient aucun moyen, ni argent, ni armes, et encore moins les compétences suffisantes. Vivre des vies clandestines, cachées, organiser des actions, ils durent apprendre en improvisant, et ce manque de préparation fut bien souvent meurtrier dans les rangs de la jeune résistance. Ils étaient par ailleurs peu crédibles dans un pays gouverné par des idées contraires, fortement ancrées. Le repli hexagonal déjà entamé avant le conflit, les mouvements pacifistes et attentistes, exaltés par une défaite traumatique que les Français n'arrivèrent pas à comprendre. Comment croire à ces idées mondialistes ? En France, on se sentait bien seul. Et devant cette solitude, on peinait à croire qu'un monde entier d'alliés puisse nous venir en aide. La pensée dominante était que l'Allemagne avait gagné et que la guerre était finie. Dans un tel moment, les premiers résistants étaient bien subversifs, puisqu'ils devaient nager à contre-courant de cette sensibilité nationale peu réjouissante. Ces premiers mouvements, faute de pouvoir se lancer dans le combat par les armes, préférèrent débuter plus discrètement par du renseignement et de la contre-propagande, en publiant des journaux dénonçant par exemple les actions allemandes, les mensonges de Vichy ou la censure des journaux officiels. D'autres organiseront des réseaux d'évasion en zone libre ou à l'étranger, bénéficiant aux personnes qui souhaitaient fuir le nazisme. Cette résistance embryonnaire maturera lentement pour apparaître davantage organisée et collective en 1942. Elle connut d'abord l'arrivée massive des réseaux clandestins communistes à l'été 1941, et en 1942, ce fut le ralliement des personnes anciennement liées à Vichy, soit par opportunisme, ou croyant jusqu'à maintenant dans le double jeu et visiblement déçus depuis. À cela, nous pouvons rajouter les réfractaires au STO, en 1943, dont l'apport, bien que souvent surestimé, a tout de même permis d'augmenter les rangs de la résistance. Les forces françaises libres ont été créées très rapidement, en juillet 1940 en Angleterre, par Charles de Gaulle. Elles devaient permettre à tous les Français qui refusaient la défaite de le rejoindre et de former une unité combattante au sein des forces alliées. Ces soldats seraient naturellement sous l'autorité du commandement britannique, mais le général n'eut de cesse durant toute la guerre d'éviter que son mouvement ne soit vu comme un contingent étranger britannique. Les troupes françaises qui avaient combattu en Norvège et victorieuses à Narvik, ayant dû quitter le pays, furent parmi les premières à entrer dans la FFL, suivies des rescapés de Dunkerque, n'ayant pas rejoint la France. En un mois, De Gaulle disposait de 7000 hommes, dont certains étaient des officiers de haut rang. De Gaulle chercha alors à chapeauter les mouvements de résistance intérieure. Mais obtenir la soumission de ces groupes, s'étant développé seul et sans aide extérieure, ne fut pas chose aisée. Pas même pour Jean Moulin, ancien préfet de Vichy ayant rallié le général à Londres et qui fut envoyé en France pour convaincre les mouvements de résistance de s'unir avec ce nouveau pouvoir français londonien, à la légitimité encore faible. Si beaucoup de résistants s'enorgueillaient de ne pas avoir quitté le pays pour Londres, d'autres comprirent qu'il serait bien plus efficace et crédible d'avoir le soutien de l'extérieur pour obtenir de l'argent, des armes et du matériel. Et pour parler avec ce monde libre, De Gaulle semblait l'interlocuteur principal. Mais accepter l'idée des FFL ne signifiait pas pour autant la subordination des résistants, dont le combat allait bien plus loin que la simple reconquête du territoire. En 1943, tous, indépendamment de leur position politique, considéraient qu'ils allaient former la nouvelle élite politique du pays après le retour de la République. Des hommes neufs, dans un pays revigoré et purifié, en profondeur. En février 1944, tous les mouvements de résistance gaullistes, girodistes, communistes s'unifièrent au sein des forces françaises de l'intérieur, les FFI. Cette formation ne visait pas seulement leur fusion, mais aussi une restructuration hiérarchique légale et organisée telle une véritable armée. S'ils étaient 100 000 en janvier 1944, leur nombre quadrupla en octobre. De fait, ils joueront un rôle fondamental dans la réussite du débarquement de Normandie et une partie de leurs effectifs rejoindront la première armée française à l'issue du conflit. Sur la scène internationale, les FFL créèrent en Angleterre, avec le soutien de cette dernière, le Conseil de défense de l'Empire en juin 1940, puis le Comité national français en septembre 1941, sur le conseil de Churchill, tous deux avec De Gaulle à sa tête. Ils firent office de gouvernement français en exil et permettaient de donner au mouvement du général français une allure plus constitutionnelle. Le Royaume-Uni fut le premier à le reconnaître le 11 juillet 1940, au moment même où Philippe Pétain prenait ses pleins pouvoirs en France. L'URSS le reconnaîtra ensuite en septembre 1941 et le reste des alliés finalement en août 1943. Avant ces dates, c'était bien le régime vichiste de Pétain qui était considéré comme la France officielle et non pas l'initiative gaullienne. Le résistant est certes un militant, mais c'est surtout un civil, une personne jeune, puisque les moins de 30 ans représentaient la moitié des effectifs, suivis par les personnes entre 30 et 45 ans qui représentaient eux un tiers.
Les femmes semblaient très minoritaires parmi les résistants, autour de 1/5, mais jusqu'à 1/3 si l'on compte les résistants déportés de la région parisienne. Ces statistiques, déjà relativement approximatives, pouvaient se concentrer sur les membres combattants, et ainsi oublier les petites mains de l'intendance, où les femmes, épouses, amies et mères, ont joué un grand rôle d'organisation, reconnu volontiers par les résistants de tous bords. Elles ont d'ailleurs été très nombreuses en tant qu'agents de liaison. On pensait alors qu'une messagère passerait davantage inaperçue lors d'un contrôle qu'un messager. Ces gens venaient de toutes les couches de la société, des élites aux ouvriers. Seule la paysannerie semblait moins attirée par l'engagement, pour privilégier une solidarité plus ponctuelle. On retrouvait tout de même des catégories davantage représentées. Les ouvriers, les indépendants, les professions libérales comme les commerçants, et les couches moyennes de salariés, comme les employés municipaux et les enseignants par exemple. De fait, ils n'avaient pas un équipement homogène. Notre résistant en grade de lieutenant a repeint son casque aux couleurs des FFI. Il porte un vieux fusil Lebel modifié durant l'entre-deux-guerres et quelques équipements mélangés entre une tenue civile et des uniformes anglais et français. Les membres des groupes les plus importants récupéraient bien souvent les effets et les armes de l'armée française déchue. La plupart des résistants durent se contenter des armes britanniques parachutées. Plus qu'ailleurs en Europe, les résistants français prirent à partie les troupes et les convois allemands lors de leur retraite de France après le débarquement. La milice est une conséquence, et sa cause est ce conflit franco-français qui se déroulait alors. Un conflit armé, bien sûr, entre les résistants et le régime de Vichy, mais également un conflit idéologique. L'État français cherchait à propager, dans l'esprit des Français, sa révolution nationale. Une entreprise qui se révélait plus difficile que prévu. Tout commence avec la Légion, une autre, la Légion française des combattants, qui naquit le 29 août 1940 de la fusion des associations d'anciens combattants. Elle était sans conteste l'organisation la plus importante de l'État français en termes d'effectifs, plus d'1 million. L'adhésion volontaire était réservée aux anciens combattants avant de s'ouvrir davantage. Ces missions, aux contours peu explicites, devaient permettre la réussite de la Révolution nationale souhaitée par Pétain, en plaçant les anciens combattants de 14-18 en tant que relais entre le glorieux vainqueur de Verdun et le bon peuple. Elle devait par exemple remédier à l'anarchie croissante, ou de préparer l'avenir et d'assurer le triomphe de l'ordre nouveau, non sans chercher à obtenir la réconciliation française dans l'ordre et la justice sociale. Mais ces discours ne permettent pas de comprendre ses véritables moyens d'action. Ce qui est certain, c'est que la Légion française des combattants n'avait pas vocation à être une organisation paramilitaire. Elle organisait les célébrations du régime, l'anniversaire politique de Vichy, le souvenir de Jeanne d'Arc par exemple, en antithèse du 14 juillet républicain. Elle mit en place, durant ses 2 premières années d'existence, des enquêtes sociales qui permirent le remplacement de nombreux fonctionnaires, des internements, des emprisonnements et quelques rares exécutions. La délation fut telle qu'en début d'année 1942, une circulaire ministérielle la dénoncera avec véhémence. Mais la distinction faite entre la LFC et ses fractions combattantes ne doit pas faire oublier le pouvoir de contrôle et d'emprise qu'elle souhaitait et dont elle disposait parfois sans contrainte selon les départements. Vous avez déjà entendu parler de Vichy comme de l'État milicien, j'imagine. Or, la milice n'a jamais eu les moyens de former cet État, à l'inverse de la Légion. Elle s'étendait sur tout le territoire et aspirait effectivement à être l'État, sans pour autant encore former un parti unique. Si nous parlons de la milice en général, c'est pour le souvenir meurtrier qu'elle a laissé au même titre que la Gestapo. La LFC ne fut pas l'objet d'un tel intérêt historiographique. Mais puisque dans cette vidéo notre sujet se limite aux Français en armes, nous n'allons donc pas faire preuve d'originalité en bornant notre histoire de la LFC à cette brève contextualisation. La milice n'apparaît cependant pas de nulle part. Sa création n'a rien d'original au cœur du milieu dans lequel elle voit le jour. Et même si elle forme une organisation à part de la Légion, elle en comporte la totalité des gènes. L'organisation apparaît en janvier 1943 et est constituée des effectifs et des officiers du sol, le service d'ordre légionnaire, créé à l'été 1941 par Joseph Darnand au sein de la Légion française des combattants. Au moment où le conflit mondial s'embourbait, il était difficile pour la Légion de rester crédible auprès de ses franges les plus extrêmes, pour qui elle n'était constituée que de bons pères de famille fatigués de patriotisme. Pour cette frange prête à tout, cette organisation ne serait jamais capable de mener à bien sa mission, d'autant que la société française était globalement moins sensible aux idées de la Révolution nationale que prévu. Darnand récupéra ses éléments les plus dynamiques, souvent jeunes, pour concevoir le sol durant l'été 41 dans le département des Alpes-Maritimes. Un véritable mouvement paramilitaire capable de suppléer les forces de l'ordre.
Ce mouvement fut étendu sur toute la zone libre en décembre et Darnan en récupérait le commandement national en janvier 42. Le mouvement, encore hiérarchiquement subordonné à la LFC, condensa sa ligne de pensée en 21 points. Le SOL se voulait lutter contre la démocratie bourgeoise et capitaliste, contre le communisme, contre les juifs. Un registre cohérent avec son milieu donc. Mais en fin de compte, le SOL n'eut pas plus de 30 000 adhérents, dont une moitié vraiment active, et ses méthodes, son tact et brutales, lui donnèrent une mauvaise image dans la presse, le rapprochant dans la forme comme dans le fond des formations allemandes de même ordre. Et en parlant des Allemands justement, l'année 1942 n'est pas vraiment en leur faveur. Les Anglo-Américains ont mis un pied en Afrique et la Wehrmacht piétine en URSS. En réaction à l'invasion du continent africain, Hitler ordonna l'occupation de la zone libre le 10 novembre 1942. Ce mois-ci, Vichy perdit le peu d'indépendance qu'il conservait. Son empire colonial passe à l'ennemi, son armée dissoute et sa flotte sabordée à Toulon par l'amiral de Laborde le 27 novembre, sur un ordre de l'amiral Darlan daté de juin 1940. Ce dernier n'avait jamais pu se résoudre au choix, refusant autant de laisser partir ses navires à l'étranger, combattre aux côtés des Alliés, de la France libre, ou les laisser aux Allemands. Quelle que soit la personne s'emparant des navires français, elle ne devrait alors jamais pouvoir en user. Ce sacrifice fut naturellement salué par les Alliés qui n'avaient jamais accordé beaucoup de crédit à l'apparente neutralité vichiste. Mais paradoxalement, cette action signait le refus définitif de l'État français à s'engager contre l'Allemagne nazie, et en même temps son incapacité totale à répondre aux attentes de son désormais maître absolu. En décembre, Hitler se permettait même de faire sèchement la leçon à Laval sur la capacité de Vichy à assurer l'ordre en France. De fait, il ne restait plus rien au régime de Vichy, si ce n'est les forces de l'ordre classique et le SOL. Pétain lui-même assura aux cadres réticents de la Légion que le mouvement de Darnan gagnerait à devenir autonome, et ainsi, le 30 janvier, était créée la milice. Darnan disait de la milice qu'elle existait pour animer la vie politique du pays par sa propagande et par son action, encadrant les manifestations officielles, participant à des tâches d'intérêt public. Elle luttait également contre le marché noir, son lot de profiteurs de guerre, les résistants, les réfractaires au STO et les juifs. On peut noter durant ces manifestations la présence certes très minoritaire mais réelle de miliciennes, souvent les épouses et filles des miliciens eux-mêmes. La milice, comme le SOL avant elle, était résolument tournée vers l'action, le combat, et cela fut concrétisé avec la franc-garde, des hommes de 18 à 45 ans physiquement aptes et résolument disciplinés et soumis aux grands préceptes vichistes. En parallèle, les miliciens se dotaient d'un bureau de renseignement chargé des interrogatoires, le deuxième service, dirigé par Jean Degan, et basé avec la franc-garde à l'hôtel du Petit Casino à Vichy. L'État français cherchait avec la milice un remplaçant à leur légion tricolore, dont nous avons déjà évoqué l'échec, en partie à cause des Allemands. Cette fois, ces derniers ne pouvaient fondamentalement pas interdire à Vichy de s'armer, tout en exigeant de lui qu'il combatte ses ennemis intérieurs. De fait, les cadres de la milice ont rapidement considéré que la carte allemande était la seule utile, la seule possible. En 1942, Darnan effectua un voyage en Pologne où il inspecta les casernements de la LVF. Il y trouva un pays dévasté et humilié, et il se rassura de constater que l'armistice de 1940 avait épargné à la France ses mêmes souffrances. Il amena l'idée que seule une collaboration d'États fiers et compétentes pouvait sauver le salut de la France, qu'elle ne subisse pas ce qu'il voyait à l'Est, qu'elle ne subisse pas le déferlement des hordes de Staline aussi. Et ce n'était pas qu'une simple idée, elle sera bien vite mise en pratique par les grands pontes de la collaboration. À ce sujet, Darnan disait « Nous sommes fiers de dire que nous allons nous battre à côté des Allemands. C'est une question de vie ou de mort. Vous serez pendus avec moi. Nous serons tous pendus si nous ne savons pas nous battre. » En septembre 1943, Darnan et d'autres collaborateurs dressaient un plan qu'ils destinaient essentiellement aux responsables allemands. Pour eux, seule une victoire allemande pouvait permettre le redressement moral de la France. Mais pour l'heure, les réfractaires, les gaullistes et les communistes étaient nombreux, trop nombreux. Des milliers avaient déjà pris le maquis, tandis que les effectifs de la milice plafonnaient à 50 000. Il faudrait unir tous les mouvements de collaboration en un seul, qui serait à même de contrôler les administrations et dont le chef serait également le chef du gouvernement. Puisque le mouvement de masse attendu n'était jamais venu, il fallait désormais qu'une minorité agisse telle une révolution au nom du salut. Mais la milice ne disposait pas, comme nous l'avons déjà dit, des moyens pour se constituer en État, et les Allemands trouvaient bien plus utile pour eux le duo formé par Pétain et Laval. Cette idée ne se concrétisa jamais, laissant la milice dans un état de semi-complétude permanente pour ses dirigeants. Darnan laissa entendre qu'il pourrait s'exiler en Suisse,
rejoindre Londres, mais il n'en fit jamais rien. Il présenta sa lettre de démission en juillet 1943, refusée. Des voix s'élevaient pour renverser Laval, mais c'est finalement une fuite en avant inarrêtable qu'ils opérèrent, incapables de revenir sur leurs pas, happés par la guerre totale, et désormais seule une victoire du Reich leur permettrait d'en finir avec tous ces problèmes. La milice s'éloigna de son cadre légal, quitte à se retrouver en dehors de son autorité et de ses capacités. Elle organisait des attaques, des rafles et des assassinats avec le seul aval des SS locaux. Elle se passait désormais de l'accord des autorités locales, sans jamais être inquiétée auprès de l'État français, qui n'avait d'autre choix que de le tolérer. Les occupants proposèrent même la promotion de Darnand à la tête de la police, et Laval accepta. Au début de l'année 44, la milice aidée par la SS fut autorisée à se déployer également en zone nord, et son chef reçut toute l'autorité nécessaire pour aider sans limite les forces d'occupation. Elle obtenait lentement, et grâce à l'envahisseur, un pouvoir toujours plus grand, pourtant sans jamais devenir ce que ses chefs aspiraient pour elle. Et le milicien dans tout ça, le franc-garde, il ressemblait à quoi ? Un véritable programme d'uniforme fut mis en place pour vêtir les miliciens. Basé à l'origine sur l'uniforme des chasseurs alpins modèle 1941, c'est finalement celui toute arme de 41 qui est choisi, en plus d'éléments disparates. On reconnaît cependant la couleur kaki spécifique et la lettre grecque gamma sur son brassard, l'insigne de la milice. Ce milicien est armé d'un Enfield 303 britannique parachuté à l'origine pour la résistance, mais récupéré par l'occupant et donné à la milice. En 1940, l'Axe impose à la France les conditions du maintien de l'armée française, dite d'armistice. Cette armée d'armistice se voyait diminuée de tout ce qui pouvait en faire une force capable de quoi que ce soit. Une armée sur le papier, puisqu'en métropole, elle était plus symbolique qu'efficace. Ce n'est pas l'armée d'armistice qui formera l'embryon de la future armée française. Elle disparaissait en même temps que la zone libre en 1942. Cet embryon est à chercher plus au sud, dans les colonies françaises. C'est une histoire difficile, semée d'ambiguïté, d'incertitude et de vengeance. Mais c'est aussi l'histoire d'une longue reconquête, celle du territoire national évidemment, mais également celle d'une place, d'une nation victorieuse et puissante aux côtés du monde libre. Si les armées françaises comptaient pas moins de 5 millions de soldats après la mobilisation de 1939 et au cours de la bataille de France, elles ne pouvaient compter après l'armistice que sur une force réduite à moins d'1 million d'hommes, dont la majorité ne se situait pas en métropole. Cette armée d'armistice, privée de matériel moderne, ne pouvait désormais plus disposer de blindés, d'artillerie lourde, de systèmes anti-chars, anti-aériens, et devait compter sur une mécanisation de ses troupes très limitée. Les officiers à la tête de cette petite force, nous l'avons dit, étaient plus ou moins prêts à prendre le revanche sur l'Allemagne, mais aucun n'envisageait de trahir Vichy. Il faut dire que le nouveau régime les aimait, leur donnait des postes clés dans des administrations publiques que la République ne leur permettait plus d'obtenir. Et en Afrique, nous en retrouvons un dont l'exemple ne fait pas exception, le général Weygand. Le défenseur de la métropole était nommé délégué général en Afrique française le 6 septembre 1940. Il disposait alors de la plus grande force de l'armée d'armistice. Amoindri, et pourtant sauvé d'un sort plus humiliant encore. Les représentants germano-italiens avaient suggéré que les Français ne conservent que 30 000 soldats en AFN sur les 300 000 du temps de guerre. Weygand avait alors deux objectifs clairs. Le premier était celui de la neutralité. Il devait maintenir une force capable d'empêcher quiconque de briser l'unité de l'empire colonial français. La menace la plus évidente était celle d'un assaut anglo-américain, mais une tentative germano-italienne semblait également possible. Le second objectif, sonnant plus comme un doux rêve qu'une ambition absolue, était naturellement la vengeance. Prendre le parti du camp allié et arracher le territoire national des mains nazies. Mais Weygand n'était pas un officier de Vichy différent des autres, et il restait fidèle à l'État français, appliquant avec sévérité les idées de la Révolution nationale en Afrique. Avant toute tentative contre l'Allemagne, il devait être certain que les Anglais et les Américains pouvaient l'emporter, et pour l'heure, à l'aube de l'année 1941, rien n'était moins sûr. Il combattit également De Gaulle et les troupes de la France libre qui avançaient leurs pions en Afrique équatoriale française. Les commissions allemandes et italiennes chargées de s'assurer du respect des limitations de matériel accordèrent début 1941 quelques libertés à Weygand, qui eut l'autorisation d'incorporer une centaine de chars, des canons plus lourds que le 75 mm, des mitrailleuses et davantage de véhicules. Ce n'était pas un cadeau. Déjà après l'attaque de Mers el-Kébir, les Français eurent le droit de récupérer des canons anti-aériens. Il fallait leur laisser la possibilité de se défendre contre les Alliés, et de toute façon, ce matériel était souvent vieux et dépassé depuis longtemps.
Dès l'armistice, avant même l'arrivée de Weygand, du matériel était lentement dissimulé et certains effectifs étaient camouflés en force de police ou en formation paramilitaire. Tels furent les ordres du général Noguès, prédécesseur de Weygand en Afrique, et ce dernier intensifia tout au long de 1941 cette entreprise de camouflage sans même en informer Vichy. On comptait en majorité des armes individuelles et des petits canons, ainsi que leurs munitions. Pour l'armement qu'il n'était pas possible de se procurer, des services clandestins de fabrication furent mis en place et permirent notamment la livraison de quelques canons automoteurs, anti-chars et de radios. Plusieurs milliers de Français et d'indigènes démobilisés furent conservés dans des unités appelées sobrement groupes de travailleurs. Ils étaient dirigés par des officiers de réserve appelés au choix ingénieurs, adjoints administratifs ou techniques. Il en est de même avec les unités supplétives, de goumiers et de tirailleurs notamment, constituées de troupes locales. En tout, plusieurs dizaines de milliers de soldats étaient cachés à l'ennemi, enfin à l'un des ennemis supposés. Si les Français annonçaient un effectif officiel ne dépassant pas 109 000 soldats, c'est en réalité plus de 200 000 qui se tenaient prêts à agir en AFN. Weygand débuta également la mise en place des mesures de mobilisation pourtant interdites, qui permettraient à terme l'enrôlement de 100 000 hommes supplémentaires et l'apport de milliers de véhicules civils. Mais le général était résolument contre toute forme de collaboration avec les nazis. Il avait été ouvertement contre une action de revanche à l'égard des Britanniques après Mers-el-Kébir. Il avait été contre l'utilisation des aéroports marocains et des ports d'Afrique du Nord par l'Allemagne. Il avait protesté contre les protocoles de Paris, signés en mai 1941 et qui permettaient à l'Allemagne une facilité de mouvement dans les colonies françaises et qui risquaient de faire de l'État français un co-belligérant direct aux côtés du Troisième Reich. En raison de ses désaccords avec la politique de collaboration, Weygand fut rappelé en métropole en novembre 1941 par l'amiral Darlan, alors vice-président du Conseil. L'amiral, davantage favorable à la collaboration, souhaitait apaiser les représentants du Reich, qui avaient exigé jusqu'à l'élimination directe du général. Ce dernier travaillait alors à renforcer les positions de la ligne Marès, faisant face aux Italiens en Tunisie, lorsqu'il dut quitter ses fonctions. Le général Alphonse Juin, son successeur, avait été libéré par les Allemands durant l'été 41. Grand connaisseur de la question africaine, il faisait partie du presque millier d'officiers dont Vichy avait demandé la libération. D'abord adjoint du général Noguès au Maroc, de juillet à novembre, et enfin commandant en chef des forces d'AFN. Son arrivée fit office de continuation. Il conserva le même état-major et les mêmes objectifs, préparer la revanche contre l'Allemagne. En Tunisie cependant, où la France conservait une frontière directe avec l'Axe, la défense du Sud semblait déconsidérée par le nouveau général. Compte tenu des moyens à sa disposition, il privilégiait la défense de Bizerte plus au nord. Dès février 1942, il supposait un assaut de l'Axe venu des colonies espagnoles contre le Maroc. Là encore, sans véritable moyen pour défendre la région. Sans oublier l'hypothèse d'un débarquement anglo-américain. Il privilégie alors une défense sur un seul front, contre un seul ennemi, pour ne pas diviser ses forces inutilement. Cette préparation s'accompagne de manœuvres et d'exercices, parfois secrets. À compter du printemps 1942, l'armée était de nouveau opérationnelle et prête à reprendre la lutte. Et la lutte reprit très vite, le 8 novembre 1942 contre les Alliés. À cette date, le débarquement anglo-américain tant redouté se produisit en Algérie et au Maroc. L'amiral Darlan, qui se trouvait sur place par un hasard des choses, ordonna à ses troupes de défendre leur position comme prévu, et les envahisseurs durent avancer face à une défense bien plus acharnée qu'ils ne l'avaient prévu. Les ordres de l'amiral ne furent pas suivis par tous, et des officiers apportèrent volontiers leur aide aux Alliés une fois ces derniers sur les plages. Certains avaient été prévenus de l'assaut à l'avance par le diplomate états-unien Robert Murphy et purent se coordonner plus facilement. En parallèle, des résistants prirent temporairement le contrôle d'Alger, bloquant les administrations et un grand nombre d'unités paramilitaires, assez de temps pour ralentir les troupes vichistes. La présence de l'amiral Darlan, qui était alors commandant en chef de toutes les armées françaises, était une aubaine. Il était l'interlocuteur parfait puisque de lui dépendaient toutes les forces de défense. Avec le général Juin, il refusa les demandes du diplomate Murphy d'accueillir les troupes anglo-américaines sans combat. Il accepta cependant dès le 8 novembre un armistice à Alger, négocié par le général Juin, puis dans toute la FN le 11, après 3 jours de combat. L'autorité souveraine de Vichy fut conservée dans les colonies. Les anglo-américains continuèrent leur route en direction de leur objectif, la Tunisie. L'amiral désavoué par Vichy le 10 prit cependant le contrôle politique de l'AFN et sut rallier à lui l'AOF. Les Alliés lui demandèrent d'ordonner le rapatriement de la flotte de Toulon à l'Afrique, ce qu'il fit le 11 en prenant l'invasion allemande de la zone libre comme prétexte.
Laborde, vichiste convaincu, ne lui répondit pas et préféra organiser le sabordage comme prévu, comme nous l'avons déjà évoqué. La chute visuelle du régime de Vichy précipita finalement l'Afrique française aux côtés des Alliés. Le 14 novembre, le général Juin ordonna enfin la reconquête de la Tunisie, envahie par les Allemands entre-temps. L'armée sur place reprit le combat le 18 novembre aux côtés des Alliés. L'amiral Darlan fut cependant assassiné le 24 décembre lors d'un complot royaliste, le considérant comme un traître, et c'est le général Giraud qui le remplaçait dès lors à la tête de l'Afrique française. J'avais dit qu'on en reparlerait du général Giraud. Revenons en arrière et reprenons l'histoire depuis le début. Henri Giraud, général de la 9e armée, était capturé par l'ennemi fin mai 1940 et envoyé comme prisonnier de marque à la forteresse de Königstein en Saxe. Durant 2 ans, il imaginera un plan permettant de reprendre le territoire national des mains nazies. Mais loin de son pays, il sous-estime les moyens nécessaires pour un tel projet. Son évasion, le 17 avril 1942, fit grand bruit. Aidé par des officiers vichistes et des résistants alsaciens-lorrains, il traversera l'Allemagne avec sa tête mise à prix et poursuivi par l'armée, les services secrets et les paramilitaires. Arrivé à Vichy 10 jours plus tard, il refusa de se constituer prisonnier et de retourner en Allemagne, contrairement à une suggestion de Laval. Ce dernier espérait calmer Hitler, fortement vexé par l'évasion d'une part et sa réussite de l'autre. Plus qu'un refus, c'est une contre-offre que lui proposait l'ambassadeur Abetz. Lui, en échange des 600 000 soldats français, mariés et pères de famille, encore retenus prisonniers en Allemagne. Une proposition sans suite, et Giraud fut laissé en zone sud. Les représailles sont rapides. Vichy ne pourra plus négocier le rapatriement d'officiers et soldats français prisonniers. Pétain ne fera pas plus pression sur le général, qui affirmera sa loyauté au maréchal dans une lettre le 4 mai 1942 à la demande d'un Laval plus que soucieux. Alors que les Anglo-Américains discutaient de leur débarquement en Afrique, ils cherchaient un interlocuteur français, un homme fort avec qui s'entendre, et Giraud semblait tout indiquer. Les Américains n'appréciaient pas De Gaulle, en qui ils n'avaient aucune confiance, et ils avaient d'abord espéré s'entretenir avec Weygand sans succès. Mais Giraud conditionnait son aide à un débarquement au sud de la France. Il fallut plusieurs jours de négociations avant de régler les différences de vue. Le général Eisenhower, qui dirigeait l'opération, reconnut à Gibraltar l'autorité de Giraud sur les forces françaises d'AFN et la pleine égalité entre les commandements alliés et français. Mais ce fut Darlan, inopinément en Algérie lors de l'opération Torche, qui devint cet interlocuteur et qui négocia de plein droit avec les Alliés. Quand Giraud arriva en Algérie, il n'avait aucun pouvoir légal, et l'accueil glacial du général Juin le lui fit comprendre. Les Alliés ont donc eu un problème. Darlan cherchait à négocier avec Pétain sans quoi il ne ferait rien. Mais l'armée d'Afrique, très légaliste, ne suivrait pas Giraud. Un accord est donc trouvé. Darlan assumera le pouvoir politique en pleine souveraineté vichiste. Juin disposera du commandement de l'armée et Giraud obtint le droit de former une armée de volontaires pour combattre aux côtés des Alliés, avant d'être imposé au gouvernement de Darlan par les Américains. Ce triumvirat contraint se retrouva au moins sur un point, leur absence de lien et d'intérêt pour le mouvement gaulliste. Le 14 novembre, Giraud devenait commandant en chef des forces terrestres et aériennes, plaçant Juin sous ses ordres. La FN basculait définitivement contre l'Axe, et davantage encore après l'assassinat de Darlan, permettant aux Américains d'agir encore en faveur de Giraud lorsqu'il fallut désigner un successeur. Le général ne s'intéressait guère à la politique, et seule l'action militaire comptait à ses yeux. Il ne s'embêta donc aucunement de modifications et conserva telle quelle la gouvernance laissée par Darlan, au point de provoquer l'ire de la France libre outre-Manche. Nous ne pouvons pas passer à côté du rapport qu'avait Giraud avec la République, qu'il considérait peu. Son but était de libérer la France de l'occupant, et qu'importe si la nation était une république, un royaume ou un empire. La guerre d'influence se jouant entre De Gaulle et Giraud devait pourtant cesser, car l'histoire se déroulait encore loin de la France, mais rien ne pouvait en faciliter l'issue. En Angleterre, le général du 18 juin appelait à la résistance depuis le premier jour et rêvait d'une participation souveraine de la France dans la victoire. Giraud, proche de la Révolution nationale, était poussé par les Américains et ne s'intéressait qu'à la victoire, sans considération pour les moyens et la politique. Les deux hommes n'eurent pas le choix que de s'entendre, poussés par les Américains et les Britanniques lors de la conférence d'Anfa du 13 au 24 janvier 1943. Le général était pressenti par les Anglo-Américains pour être le leader naturel des résistants français, puisqu'il disposait de territoires et de troupes bien supérieurs au FFL de Gaulle. De plus, Giraud était supérieur hiérarchiquement à De Gaulle, puisqu'ils étaient général d'armée et général de brigade, et le second à titre temporaire seulement.
La conférence ne déboucha sur rien de plus qu'une déclaration d'intention sans engagement. Roosevelt, critiqué dans son pays pour avoir laissé à la tête de l'AFN un proche des idées vichistes, obtint tout de même une poignée de main photogénique entre les deux hommes. Un début de réponse est tout de même trouvé, les Américains proposant une coprésidence à égalité entre les deux officiers. En février, on reconnaît à la France libre son antériorité dans la lutte et la nécessité d'écarter les proches du régime de Vichy, encore nombreux autour de Giraud. De Gaulle obtint également que leur combat mène au rétablissement de la République et de ses institutions, mais il ne pouvait encore faire davantage, Giraud n'ayant aucune considération pour la résistance et ses prétentions politiques. Il va néanmoins débuter une libéralisation de son régime après la conférence de janvier, et même louer les efforts des résistants et des FFL lors d'un discours le 14 mars. Dès lors, les portraits du maréchal disparaissaient et les lois de la République étaient réinstaurées. Début juin, le Comité national français de Gaulle et le commandement en chef français civil et militaire de Giraud fusionnent en Comité français de libération nationale, les deux officiers ayant accepté la diarchie et par là même la fusion politique de tous les Français libres et résistants. Au sein du CFLN, De Gaulle marqua lentement son influence et isola doucement Giraud en éjectant ses soutiens, purifiant le mouvement de ses personnalités vichistes. Il laissa à De Gaulle les questions politiques et la présidence du CFLN en novembre 1943. Sans vision politique, le général Giraud se concentra sur son rôle militaire et fut sans conteste le pilier du réarmement et de la réorganisation de la nouvelle armée française. Officiellement reconnu par les Alliés le 26 août 1943, le CFLN devait encore se faire une place. Les troupes françaises furent écartées de l'invasion de la Sicile à l'exception d'unités de Goumier, une infanterie légère marocaine envoyée à la demande de Patton. Et ils le furent également des négociations secrètes entre les Alliés et l'Italie. Les Français avaient bien exigé une place à la table des négociations, mais en vain. Si leur demande était bien présente dans le traité, aucun émissaire ne se tenait pour les soutenir au cours des négociations avec les Italiens. Mais de quoi parlons-nous? Un armistice entre les Italiens et les Alliés en 1943? Mussolini a été déchu de ses fonctions et emprisonné en juillet. Depuis, le roi Victor Emmanuel III et le maréchal Badoglio ont continué la guerre aux côtés des Allemands, tout en négociant avec les Alliés, en secret, la sortie de leur pays du conflit. Ce traité est signé le 3 septembre. À cette date, les Alliés rejoignirent l'Italie continentale depuis la Sicile et s'établirent rapidement au sud de la Botte. L'accord est révélé le 8 septembre, obligeant les armées allemandes à s'engouffrer en Italie pour stopper l'invasion alliée et désarmer les troupes italiennes devenues neutres. En permanence mis de côté dans les opérations alliées, chacun se réservant ses zones d'influence, le CFLN considéra qu'il n'était pas dans l'intérêt de la France d'envoyer la majorité de ses ressources au plein cœur d'une opération qui ne servirait que les intérêts anglo-américains. Alors, en novembre 1943, quand ces derniers piétinent en Italie face à la ligne Gustave construite par les Allemands et demandent des renforts à la France, De Gaulle n'hésite absolument pas. Il refuse de fournir les divisions demandées par le commandement états-unien, leur rappelant que le choix des forces appartient à la France et conditionne l'envoi de ces renforts à un accord sur la situation de l'armée française au sein des forces alliées. Les négociations sont longues, mais finalement, les Alliés cèdent. La France libre aura son débarquement au sud de la métropole et son armée lui restera souveraine. Le corps expéditionnaire français débarque en Italie entre novembre et décembre 1943, avec à sa tête Alphonse Juin. L'officier français se place sous les ordres du général Clark, qui commandait la 5e armée américaine. En décembre, la situation alliée n'avait que très peu évolué, toute progression étant coûteuse. À la mi-décembre, Juin propose l'envoi de sa 2e division d'infanterie marocaine en remplacement du 6e corps d'armée, affaibli par les combats. En quelques jours, les tirailleurs vont s'emparer de positions clés qui maintenaient les Américains à distance depuis des semaines. Clark reconnaît l'exploit et intègre pleinement le CEF à son dispositif. En janvier, la ligne Gustave tient toujours et il devient urgent de la briser et de monter vers Rome. La 3e division d'infanterie algérienne s'élance le 25 janvier sur les hauteurs du Belvédère et les tient durant des jours face aux contre-offensives allemandes. L'offensive globale ne permit pas de briser la défense allemande, et Juin demanda plus de renforts. Ces divisions se battaient sans réserve depuis leur arrivée. On lui y adjoint alors la 4e division marocaine de montagne, ainsi qu'une division blindée. Malgré l'échec de l'offensive, le CEF ressortit de l'hiver glorieusement.
Ces actions ont été des réussites et ces soldats ont fait preuve d'une grande valeur. Juin ne se laissera plus imposer un plan qui ne répondrait pas à ses propres idées. C'est d'ailleurs lui qui est missionné pour concevoir le plan de la future action des Alliés contre la ligne Gustave. Il s'y emploie dès février pour une attaque prévue au retour des beaux jours. Il renonce à une attaque de front sur le mont Cassin, conscient au vu des précédentes tentatives qu'attaquer la montagne ne serait qu'un suicide inutile. Sa proposition n'est pas immédiatement acceptée par les Alliés, qui la jugent trop audacieuse. Mais Clark se laisse convaincre, de même que le général Alexander, commandant du 15e groupe d'armée et supérieur de Clark. Les assauts débutent le 11 mai 1944, principalement contre les monts Orunsi. Le CEF déborde la ligne Gustave par le Garigliano. En une dizaine de jours, le plan de Juin avait permis de briser les lignes Gustave. Après le 21 mai, les Allemands sont débordés par le sud et ont usé toutes leurs réserves. Mais ils peuvent encore manœuvrer pour se replier en bon ordre et contre-attaquer par endroits. Profitant de leur supériorité tactique, les Alliés poursuivent leur progression. Pas assez vite selon Juin, qui considère les Britanniques trop lents pour permettre la destruction finale des troupes allemandes survivantes. L'action du général Juin fut éclatante, brisant en quelques jours un front figé depuis des mois. Mais au lieu d'en finir avec cette 10e armée allemande affaiblie, les Anglais et les Américains reprirent leur rivalité pour savoir qui aurait le privilège de prendre Rome, laissant encore une fois les Français loin des décisions. Fin mai et surtout début juin, les préparatifs du débarquement de Provence touchaient à leur fin. Pour les Français, le front italien deviendrait bien vite secondaire, ouvrant un nouveau front pour la libération du territoire national, dans laquelle les troupes du CEF devraient y jouer leur rôle. Le CEF en Italie compta plus de 100 000 soldats à son apogée, majoritairement issus des troupes supplétives marocaines et algériennes, composant jusqu'à 70% des effectifs de certains régiments. Et son action militaire, brillante, remit la France sur le chemin de la victoire, actant son retour comme puissance importante et égale aux autres alliés. Ces actions positives ne doivent cependant pas faire oublier les exactions, pillages et viols commis par certains soldats durant l'opération. Et donc, le soldat français de cette armée, préfigurant le retour de notre nation parmi les grandes, à quoi ressemblait-il ? Ils étaient majoritairement maghrébins, environ 60% des effectifs du CEF. Qu'importe la provenance du soldat, ils étaient équipés essentiellement à l'américaine et parfois à l'anglaise. Les uniformes français étaient peu présents, quoique le casque Adrien en 1926 était encore bien présent aux côtés des casques Brody et M1. Les unités supplétives portaient également des tenues rappelant fièrement leurs origines. Les armes étaient fournies par les Britanniques, le Lee-Enfield en tête avec la Sten, ainsi que le M1 Garand et le MAS-36. Ce matériel, agrémenté de pistolets mitrailleurs anglo-saxons et quelques rares MAS-38, se retrouva également au sein de la première armée française, du général Delattre de Tassigny, forte de 230 000 soldats. Il s'agissait de la principale force de l'opération Dragoon, appelée également le débarquement de Provence. Le matériel lourd, comme les blindés fournis par les USA, fut également nombreux. Les DB françaises étaient par exemple constituées de M3 Stuart, de M4 Sherman, de chasseurs M10 et de centaines de Half-Track. Construit à 40 000 exemplaires, décliné en plusieurs dizaines de versions par 3 entreprises états-uniennes, le Half-Track était une autochenille blindée de transport utilisée massivement sur tous les fronts et par presque tous les belligérants. Celui-ci est en version transport de troupes, avec un équipage de 3 hommes et une capacité d'emport de 10. C'est un véhicule de presque 6 tonnes, disposant d'un moteur de 147 chevaux capable de les lancer à 70 km/h. Comment conclure une telle vidéo ? Il y aurait encore tant de choses à raconter, d'épopées et de tragédies à étudier. Un grand nombre d'événements n'ont pas été cités, comme par exemple la campagne de Syrie de 1941, et bien entendu l'organisation et les combats de l'armée B de Tassigny, devenue la première armée française en septembre 1944, libérant le territoire national. Mais cela pourra toujours faire l'objet d'une vidéo complémentaire dans le futur. Si l'armée française s'effondre en 1940, et si le pays fut éjecté autant du conflit que du club des puissants de ce monde, une frange minoritaire a préféré prendre les armes contre l'apathie et l'inertie de l'armistice. Si certains ont pris le parti du nouveau monde nazi, quitte à en devenir les loyaux vassaux contre leur propre pays, d'autres ont fait le choix de continuer la lutte, du premier jour ou bien plus tard. Et il y en a eu des Français combattants, de la LVF à la milice, de la résistance à l'armée d'Afrique. Une période sombre où tous pensaient se battre pour restaurer la France telle qu'ils la voyaient ou la voulaient. Finalement,
elle reprit son rang de grande nation du monde libre. Mais la Seconde Guerre mondiale a forcément affaibli la France quoi qu'il arrive. Notre nation avait sans conteste la première armée du monde en 1918. Elle s'effondra avec son piédestal en 1940 et même son retour glorieux à partir de 1943 ne pouvait lui redonner son rang. Cependant, le conflit et l'action politique du général de Gaulle nous ont appris une chose. Ne jamais laisser notre défense entre les mains d'un autre, car il nous abandonnera dès lors que notre disparition n'importunera plus ses intérêts. Dans le prochain épisode de notre série, et le dernier, la reconstruction de l'armée française, souveraine et indépendante, en plein cœur de la guerre froide.